En fait, en Algérie et dans le monde, les problèmes environnementaux alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'environnement? On voit que ces dernières années, nous assistons à des phénomènes naturels qui sont controversés. Controversés complètement. Par exemple, on voit dans certains environnements, un environnement où il y a des inondations, il y a beaucoup d'eau. Et dans certaines régions, il n'y a pas d'eau. Donc, dans tous les cas, dans les deux cas de figure, synonyme de mort. Quand il n'y a pas d'eau, les gens meurent. Quand il y a de l'eau, ils vont dans les inondations. Donc, il y a un changement climatique réel. Et ce changement climatique, aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Déjà, dans les années 70, quand on voit ici, c'est une photo satellitaire, on voit sur la photo qui est là, on dit en 1970, durant les années 70, regardez la calotte polaire au niveau du Groenland. Elle avait cet aspect. Les années 80, vous la regardez, elle est à côté là, elle a déjà diminué. Les années 90, elle a encore diminué et les années 2000 encore plus. Regardez cette photo, elle vous montre réellement le changement climatique dont on s'est occupé. En les années 2000, regardez où était la calotte. Là, c'est les années 2005, les années 2005, donc il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas normal qu'elle diminue comme ça avec cette rapidité. Là, c'est en 2012. Alors là, en 2012, nous avions eu un phénomène extraordinaire. C'est qu'en 3 jours, il y a une fin totale de la calotte. Totale. C'est-à-dire, là, vous avez ça, c'est le 8 juillet 2012. Le 12 juillet 2012, il n'y avait plus aucun morceau de glace. En 3 jours, il y a eu une vente record de la calotte. C'est-à-dire qu'il y a un événement anormal. En plus de ça, il y avait des ouragans. À côté, dans la même année, il y a un ouragan qui s'est produit à New York. Regardez ici la statue de la liberté, elle est complètement ensevrie. Ici, l'aéroport, le tarmac, il est complètement inondé. Regardez, c'est un fleuve. Il y a ici, à New York, à l'époque, regardez ici, avant, il y avait là les bateaux de plaisance bien alignés, le port bien arrangé. Or, quand il y a eu l'ouragan, tout a basculé et il y a eu une catastrophe. La même chose au New Jersey, le même problème. Encore au New Jersey, regardez la figure là, avant l'ouragan. Donc Sandy, c'est la même année. Hein. L'ouragan Sandy, quand il y a eu l'ouragan, il s'est formé ici une nouvelle voie d'eau. Une nouvelle voie d'eau qui a traversé complètement les terres. La même chose s'est produite à Haïti. Mais Haïti, c'est un pays pauvre. On est laissé. Le même ouragan. Donc, à New York, la réaction, le problème quand il y a un ouragan, le problème environnemental, il ne géré que dans le pays. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Manhattan quand il y a eu ce problème-là, la moitié de New York était dans l'obscurité. L'autre moitié, elle était normale, éliminée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils se sont préoccupés de leur travail. Donc ils ont été dans les bords, dans les endroits, on leur a donné des fils électriques pour se brancher et continuer à travailler. Donc c'est ce qui comptait, être connecté, continuer à travailler. Mais dans Haïti, à Port-au-Prince, la capitale, c'est la couille contre les livres. C'est la Croix-Rouge qui leur a dit pourquoi se nourrir? Parce que c'est la pauvreté. Donc on a vu la même chose pour Tigran, nos femmes, qui a fait des centaines de morts et des centaines de disparus qui ont disparu soit par les inondations, soit par les glissements de terrain, soit par les chutes d'arbres qui sont tombées sur ces gens. Et là, il y a eu plein de morts dans ces cas-là. Alors qu'à New York, il n'y avait pas de morts. Alors, dites-moi comment on est arrivé là? Comment on est arrivé
se trouve dans les 100 kilomètres qui longent les côtes de tous les continents. Donc, quand on parle de démographie, on pense que d'ici 2050, la population, elle va augmenter, on va se retrouver à 3 milliards. Ça veut dire quoi? Des ressources, des manque en eau, dans l'énergie, on va en plus polluer, il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus de réchauffement, plus de dégradation des milieux, et donc la rupture des équilibres écologiques. Alors, quand on parle des épuisements aux ressources, les ressources, c'est bientôt la fin. Regardez, ici un tableau qui vous montre comment nous, on est en train d'exploiter, maintenant, comment on est en train d'exploiter nos ressources. Ces ressources-là, ils nous ont mis un tableau, et ils voient qu'il y en a plus. Par exemple, la durée de vie du pétrole, c'est jusqu'en 2050. La durée de vie la plus longue, c'est celle du charbon. Mais le charbon, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que c'est une énergie fossile, mais elle est la plus polluante. Parce qu'extraire du charbon, c'est émanation du soufre. Quand il y a du soufre, quand il y a de la pluie, ça se transforme en pluie acide. Donc nous, le soufre, ça ne nous intéresse pas. Même s'il reste jusqu'à 2150, ce n'est pas une ressource qui est non utilisée. On préfère avoir une alternative. Une ressource propre. Donc, si maintenant on continue à utiliser ces ressources comme les pays développés, si 7 milliards d'habitants, on est 7 milliards d'habitants, si on essaie d'utiliser ces ressources comme le font les Américains, il nous faut 7 planètes pour vivre. Parce qu'on est en train d'utiliser des ressources d'une planète qu'elle ne peut pas nous donner, elle ne peut pas nous renouveler ces ressources. 25% de la population mondiale, elle utilise 75% de ces ressources. Donc la capacité régénératrice de la Terre, elle est insuffisante. L'homme transforme les ressources en déchets plus vite que la nature. Elle va transformer les déchets en ressources. Elle n'a pas le temps de transformer les ressources. Parce que ces ressources-là, ça fait des années qu'elles se forment, des siècles avant. Que ce soit les ressources fossiles, tout ça, c'est des forêts préhistoriques qui se sont condensées avec des forêts préhistoriques, des animaux préhistoriques, qui se sont condensées et qui envahissent comme ça, et qui, par le biais des micro-organismes, nous ont donné du pétrole, nous ont donné du charbon, et nous ont donné du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est un dérivé du pétrole, hein. C'est la partie la plus légère du pétrole. C'est la même chose. Mais le gaz, il est moins polluant. Déjà, actuellement, on utilise l'équivalent d'une planète et demie. Nous, par an, on utilise, on consomme les ressources. C'est comme si il nous faut chacun une planète. En plus, on s'est retrouvé avec des pollutions la pollution du sol, la pollution de l'eau, la pollution plastique. Donc, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé? On s'est retrouvé avec des crises environnementales. Ces crises environnementales ont commencé par le réchauffement. Ce réchauffement climatique qu'on a observé durant les 7 et 15 dernières années, on a enregistré les valeurs les plus élevées en température, a commencé par cette année, juillet 2023. On a enregistré une température mondiale excessive, jamais observée avant. Donc, cette température, ce réchauffement est accentué par les émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, c'est nous qui sommes en train de les produire par les transports, par l'agriculture, par l'industrie, par les bâtiments. C'est nous qui sommes par les déchets. Donc, c'est nous qui produisons ces gaz à effet de serre, qui, eux, gardent les rayons émis par le sol, les rayons qui sont chauffés au niveau du sol et qui les gardent au niveau sous l'atmosphère. 95% est maintenu. Ils ne laissent pas passer à travers l'atmosphère. Donc, ils sont là et ils nous gardent cette chaleur en étant dans une forêt climatique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 40% des terres cultivables qui sont dégradées. On
qui ont disparu durant le XXe siècle. On a les bassins versants qui ont perdu jusqu'à 75% de leur surface forestière. Donc, qui est la surface forestière, elle compte pour 20% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'elle capte la forêt de CO2. On a bien sûr des incendies, 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année. En plus, on a la dégradation des océans. On trouve dans les océans des microplastiques. Ces microplastiques, quand on a fait un inventaire en 2021, on a trouvé à peu près 24 milliards 400 millions de fragments de microplastiques. Ce qui équivaut à peu près à 600 000 tonnes de ces microplastiques. Donc, on a remarqué que c'est 5 fois plus élevé, cette estimation, qu'à l'échelle mondiale en 2014. C'est-à-dire qu'en 7 ans, ça a quintuplé. En 7 ans, ça a quintuplé. En plus, dans l'eau, on a 3/4 des ressources de pêche, des ressources halieutiques, qu'on appelle les ressources halieutiques, qui sont en train de s'épuiser. Pourquoi? Parce qu'on fait de la surpêche. Et comment on fait de la surpêche? On fait ce qu'on appelle ce genre de pêche où on est en train de prendre tout ce qu'il y a dans au sous-sol. Avant, quand on pêchait à 150 mètres de profondeur. Maintenant, on va au-dessous parce qu'on a tout pris. À 150 mètres, on a tout pris les poissons. Maintenant, on va plus bas. Donc là, on est en train de puiser, de prendre même les espèces inexploitées, comme l'empereur, comme des poissons qu'on ne connaît pas. Donc, on est en train d'épuiser toute une faune aquatique. En plus, il y a la technologie des bateaux. En fait, maintenant, on utilise des bateaux avec une technologie où ils mettent des radars. Ces radars, ils vont directement vers l'endroit où il y a des poissons. Ils se dirigent directement vers les puits, les points d'eau où il y a beaucoup de poissons et ils pêchent là-bas. Ils ne se passent pas la tête. Directement, ils vont là-bas. Donc, il y a eu énormément d'épuisement de ces ressources halieutiques. La banquise, elle a perdu 40% de son épaisseur en 40 ans. Les espèces, la biodiversité, il y a l'extinction de la biodiversité qui a une énorme, 1000 fois plus supérieure au rythme naturel. Donc, toutes ces crises environnementales, elles contribuent à différentes crises humaines, telles que l'accès à l'eau. Le 1/6 de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. 1/3 n'est pas relié à des systèmes d'assainissement, surtout en Afrique ou en Asie. On a 70% des eaux usées qui sont déversées sans aucun traitement au préalable. On les trouve avec des déchets dans les eaux, dans les pays souvent de développement. Donc, en plus, on est obligé de faire de l'agriculture parce qu'on est très peuplé, hein. Il y a beaucoup d'agriculture. Donc, on est obligé d'utiliser beaucoup d'eau. 70% de l'eau potable est utilisée pour l'agriculture. On est utilisé pour le secteur agricole, le secteur industriel. Donc, si on va là, on va dans l'agriculture. On nous dit que, voilà, si je dois produire 1 kg de pommes, il me faut 700 litres d'eau. Pour produire 1 kg d'œufs, il me faut 3300 litres d'eau. Pour produire du fromage, il me faut 1 kg de fromage, il me faut 5000 litres d'eau. 1 kg de bœuf, de viande de bœuf, il me faut 15 500 litres d'eau. À côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. À côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et là, quand il n'y a pas d'eau, il y a des maladies transmissibles par l'eau, où il y a des excréments qu'on trouve dans l'eau, et les gens, ils sont obligés de boire, de consommer cette eau. Donc, il y a des maladies transmises par l'eau, des excréments, la saleté, donc ils sont obligés de boire, et ils causent la mort de plus de 12 millions de personnes par an dans le monde. C'est 2700 fois plus important que les victimes du World Trade Center, que les victimes du Titanic, où les médias en font des publicités depuis des années. Donc, 1 milliard de personnes, enfin. Et voilà comment ça fonctionne l'humanité.
2023, on a vu que la Somalie, 91% de la population de Somalie nord de France, suivi par l'Afghanistan, 87% de la population, suivi du Niger, 79%, ça fait des statistiques de 2023. Le Mali, 71%. Le Haïti, la Syrie, le Burkina Faso, le Tchad, la Sierra Leone, c'est à peu près plus de 50% de la population qui souffre de la famine. Donc, quand il y a des problèmes pareils, qu'est-ce qui va se passer? La migration climatique. C'est prévu d'ici avant 2050, on aura 200 millions de réfugiés climatiques. En plus, les dépenses militaires. Les dépenses militaires sont 12 fois plus élevées que l'aide au développement. Donc, c'est normal qu'il nous faut une alternative durable. Pourquoi? Il y a une journaliste, Anne Jankiewicz, celle-là c'est une journaliste qui a travaillé à Greenpeace et qui a fait beaucoup de projets, elle a écrit beaucoup de livres, beaucoup de revues, elle a écrit énormément, elle s'est intéressée sur ça. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Moi je vais vous partager ça avec vous. Elle a dit la Terre, notre planète, elle va mal et c'est de notre faute. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a écrit ce passage-là que j'aime beaucoup. Les habitants des pays riches consomment et gaspillent énormément. C'est piller toujours plus les ressources naturelles que la planète a mis des millions d'années à créer. Rejeter toujours plus de pollution et de déchets dans l'environnement qui commencent à être saturés. Cette situation ne peut pas durer. Les catastrophes écologiques et sanitaires montrent déjà les limites du système. Et cela ne va plus par s'aggraver. La Terre compte 6 milliards d'habitants en 2050. Nous serons 3 milliards de plus. Et cela ne va faire. Et aujourd'hui, la grande majorité de l'humanité vit toujours dans la pauvreté. Mais si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour satisfaire les besoins. En Algérie, chez nous, il nous faut 2 planètes et demie. C'est-à-dire, tellement qu'on consomme et on gaspille. Le gaspillage. Chez nous, il faudrait faire ce qu'on appelle des réflexes écologiques. Je sors, j'éteins la lumière. J'ai un truc qui casse pas, je le répare. J'économise, je fais du covoiturage, je ne prends pas des voitures comme ça. J'essaie de dépolluer notre environnement. Je fais des gestes écologiques. C'est facile de les faire. Mais il faut commencer par les faire. Ces gestes écologiques-là, ils vont réduire énormément des problèmes environnementaux que nous vivons actuellement. Donc l'ONU, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé des enjeux du développement durable. Et le dernier document de l'ONU, connu sous le nom d'Agenda 2030, concerne des questions telles que éliminer la pauvreté dans le monde et la faim. Donc c'est pour le social. Lutter contre la dégradation des écosystèmes, les pollutions, tout ça, les ressources, tout ça, il faut diminuer tout ça. Faire en sorte que tous les êtres vivants vivent au moins épanouis et favoriser l'avènement des sociétés pacifiques, pas des sociétés violentes. Donc ce développement durable, il concilie 3 secteurs. L'économie, le social et l'environnement. Ce sont 3 piliers qui doivent être indivisibles les uns des autres, qui est l'équilibre. Moi, si mon environnement il est sain, moi je ne tombe pas malade. Donc je peux produire, je peux être productif pour l'économie, je vais travailler, je vais être productif. Donc l'économie suit tout ça. On n'a pas de l'argent pour détruire l'environnement, on doit utiliser l'argent pour protéger l'environnement et protéger, et nous protéger. Parce que c'est nous qui créons ces problèmes. C'est l'être humain qui le crée. Donc, quand il y a un équilibre, là on est dans le développement durable, qui a été la définition qui a été donnée par une ministre norvégienne, qui a donné la définition du développement durable, qui est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures. Alors, dans cette perspective de développement durable, il faut élargir notre champ
d'accompagnement pour plus tard. Imaginez les générations qui vont venir. Et puis dans le contexte spatial, moi je veux vivre dans mon bien-être. Ça dans mon bien-être, mon confort. Donc je parle de moi maintenant et je parle à vos générations futures. Le développement durable est synonyme de solidarité. De solidarité avec les habitants de la planète. Solidarité entre les pays riches et les pays pauvres. Solidarité avec les pays du Nord et les pays du Sud. Solidarité entre les continents, entre les pays, entre eux, entre le même quartier, dans la même cité. Une solidarité qui est synonyme du développement, qui peut nous aboutir à un développement durable. Donc, dès notre action privilégiée, l'approche préventive que curative. Mieux vaut prévenir que guérir. Par exemple, je préfère limiter la production de déchets plutôt que d'augmenter les capacités de traitement. Non, c'est les déchets. Donc, dans une mesure réelle, je porte surtout sur les causes plutôt que sur les conséquences. Donc, le développement durable dessine une éthique de responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Qui n'a pas accès à des conditions de vie décentes. Et vis-à-vis des générations futures, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, environnemental. Donc ce principe de responsabilité débouche sur les principes pollueurs-payeurs. Celui qui pollue, dépollue. Il paye la dépollution. En Algérie, on est dans ce problème. On est dedans. Le réchauffement climatique, il a causé plusieurs, ça se traduit par plusieurs phénomènes. L'eau, les ressources en eau, ça manque. Donc il n'y a pas une bonne distribution de l'eau dans les régions. Il y a une demande croissante de l'eau dans l'agriculture, dans les ménages, dans l'industrie, parce que nous avons une croissance démographique qui ne cesse d'augmenter. Cette croissance, elle, c'est en plus, déjà les décennies noires, où il y a un transfert de population des zones rurales vers les zones urbaines, où cette population qui a fui les problèmes qu'il y avait, qui sont venus et qui se sont installés au nord, dans les régions péniennes, où il y a 19 millions de gens qui sont venus là-bas s'installer. C'est-à-dire, on les voit sur cette bande verte. Là, le 2/3 de la population, elle est sur la bande de moins de 100 km de large. Avant Alger, elle occupait 7500 hectares. Maintenant, avec la surpopulation, on va jusqu'à 35 hectares. Tlemcen, elle est à 535 hectares, elle est à 4000 hectares. Là-bas, elle est passée de 1200 hectares à 4900 hectares. Donc ce développement, qu'est-ce qu'il a fait? On a commencé à construire des villes. Des villes sur des terrains agricoles, qui étaient à mauvais moyens. Il y avait de la verdure, il y avait des champs, il y avait des trucs qu'on a construits. Donc ces champs verdoyants se sont transformés en des villes en béton. En béton, que ce soit en ville, que ce soit en campagne. Ces villes algériennes, comment se sont transformées? Elles ont eu une transformation. Soit, alors le tissu centre-ville, où là, ils ont créé des habitations non réglementaires, illicites, inaccordables, où il y a des villes périphériques. Donc cette concentration étroite, là, de la population au nord du pays, qu'est-ce qu'elle a créé? C'est toutes les grandes métropoles. Elle a engendré de fortes pressions sur la qualité de l'environnement, sur les contraintes de transport, sur les ressources en eau, la distribution illégale de l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons le projet, le président de la République, de faire le système de désalinisation de l'eau de mer. C'est pour régler ce problème, parce qu'on n'a pas assez d'eau potable. Nous avons la difficulté de traitement des déchets solides et l'augmentation de la pollution avec l'éjection des zones vertes. En plus de ça, on a des inondations. On a des inondations, tous les ans on a des problèmes d'inondation. Après on regarde maintenant sur les journaux les inondations
ne suis pas bien, c'est un bien-être. Je n'ai pas à avoir ça dans mes cités. Donc moi je peux faire vivre comme ça. Voilà l'environnement ça. Un sein dans ma tête. C'est un bien-être. Ça c'est un développement durable. Je préfère vivre à côté, à droite, que me retrouver à gauche. Ça c'est un paysage. Je préfère être dans le paysage à droite que le paysage à gauche. Donc le développement durable, c'est quoi? C'est rendre accessible la vie à tout le monde. En résumé, c'est une nouvelle vision du monde. C'est une nouvelle façon de se comporter. C'est une nouvelle gestion des ressources. C'est une priorité accordée à la précaution qu'à la prévention. C'est un parti à gagner pour les générations futures. Et c'est une économie, on voit économie, l'économie chez nous, elle doit être performante pour régler le problème de l'environnement et les problèmes sociaux, pour que la société soit solidaire dans un environnement qui garantit la santé et la qualité de vie à long terme.